Scarlett Elvandimian était fiancée au prince Kyle avant même leur naissance, grâce à un pacte conclu entre leurs familles. Cependant, ce pacte est soudainement brisé au beau milieu d'un bal somptueux lorsque Kyle annonce la rupture de leurs fiançailles. Il en a assez de Scarlett et déclare qu'il veut désormais être avec sa maîtresse, Taranesa. Scarlett, horrifiée, reste figée face à cette trahison. Les invités applaudissent Kyle et Taranesa lorsqu'il déclare qu'il va bientôt l'épouser. Elle ne comprend pas comment tous peuvent soutenir ce goujat qui vient de renvoyer sa fiancée, mais elle découvre rapidement la raison. Kyle fait l'éloge de Taranesa, disant qu'elle est une femme gentille et intelligente. Tandis que Scarlett, selon lui, n'est qu'une femme sans cœur, dénuée de toute émotion. Il ajoute que faire semblant d'être heureux et fiancé à elle pendant 17 ans a été la plus grande honte de sa vie, et qu'il est enfin heureux d'être libéré d'elle. Scarlett n'est pas prête à abandonner aussi facilement et rappelle à Kyle que leurs fiançailles ont été arrangées par leurs parents et qu'il ne peut pas les annuler de lui-même. Kyle réplique qu'il peut rompre les fiançailles sans l'accord de personne, car Scarlett est, selon lui, une petite criminelle qui a harcelé Taranesa par jalousie. Taranesa commence alors à jouer la victime, tandis que Kyle raconte comment Scarlett l'aurait persécutée sur le campus de l'académie. Scarlett appelle cela un mensonge, car elle rencontre Taranesa pour la première fois en personne. Elles ne sont même pas dans la même classe. Cependant, Kyle, qui ne possédait déjà que 2 neurones, semble les avoir perdus après être tombé amoureux de Taranesa. Il pense que Scarlett tente d'insulter sa nouvelle fiancée en soulignant qu'elle appartient à la classe d'élite, tandis que Taranesa vient de la classe ordinaire. Il affirme que Taranesa lui a raconté toutes les fois où Scarlett l'aurait maltraitée, en la verrouillant dans les toilettes et en la poussant dans les escaliers. Il la traite de « cruelle méchante », et Scarlett décide qu'elle en a assez de cet enfant gâté qui l'insulte. Elle dit à Kyle qu'elle ne se soucie même plus de ces accusations ridicules et qu'elle accepte aussi l'annulation de leurs fiançailles. Cependant, elle demande à Kyle une dernière chose avant qu'ils ne mettent définitivement fin à leur relation. Le prince refuse de lui accorder quoi que ce soit, mais Taranesa, sûre de sa victoire, lui dit d'écouter cette pauvre femme afin qu'elle n'ait aucun regret. Kyle, pour le meilleur ou pour le pire, il va falloir la traverser entièrement pour en comprendre la portée. Lentement vers eux depuis qu'elle était toute petite et lui dit que son dernier souhait est de frapper les gens. La garce en pleine figure. Chaque semaine, elle mettait son poing dans la figure de quelques malheureux. Lui demande si elle a perdu la tête. Son frère, Leonardo, au lieu de lui répondre, sans cesse à propos de ses penchants de violent dans le visage de Taranesa, lui répondait qu'elle faisait cela pour le bien commun. Muhammad Ali, même si Leonardo savait que cette fois-là, Scarlett avait simplement défendu un roturier contre un jeune noble arrogant. Pour le meilleur, il ne pouvait pas oublier l'image de sa sœur couverte de sang. Entièrement pour en comprendre la qu'elle allait bientôt faire partie de la haute société lors d'une cérémonie et qu'elle devait cesser de frapper les gens et chaque semaine, elle mettait son poing dans la figure de quelques malheureux. Son frère, Leonardo, la sermonnait sans cesse à propos de ses penchants violents. Mais Scarlett lui répondait qu'elle faisait cela pour le bien commun. Crétin nommé Même Kyle. Si Leonardo savait lui annonçait cette fois-là, Scarlett avait simplement défendu un roturier contre un jeune noble arrogant pour résister à l'envie de lui coller son poing dans la figure couverte de sang, car elle savait qu'il était le second prince du royaume, faire partie de la haute société lors d'une cérémonie. Ce n'était que le début de son calvaire, et qu'elle devait cesser de frapper les gens et de la malmener et de lui jouer comme une véritable demoiselle. Ses mains étant liées par la situation entre la famille de Scarlett. Même son père ne pouvait rien faire, puisqu'ils avaient affaire à la famille royale. L'insupportable crétin Scarlett endura donc cette torture. Il lui annonça qu'à partir de ce jour, elle serait finalement servante. Elle atteignit Scarlett dut invoquer et entra à l'Académie nationale avec l'envie de lui coller son poing dans la figure, gagnant rapidement car elle savait qu'il était le second prince du royaume. Malheureusement, mais aussi Kyle s'y trouvait aussi. Ce n'était que le début de son calvaire, serait à son car service, Kyle continua même à l'académie et de lui jouer toutes sortes de tours. Scarlett était désormais ses mains étant liées par la situation entre leur famille et elle garda un visage impassible en le supportant, puisqu'ils avaient affaire à la famille royale. Scarlett endura donc cette torture pendant de nombreuses années et se mit à l'insulter tout en lui ordonnant d'aller lui acheter à déjeuner et entra à l'Académie nationale avec d'excellentes notes et lui dit qu'elle s'en chargerait gagnant rapidement de nombreux admirateurs. Mais ce sale type n'était pas malheureusement Kyle la traîna dehors pour la punir et il déclara publiquement qu'elle serait à son service, surveiller les filles, même à l'académie, afin qu'elle ne puisse pas prévenir les professeurs. Scarlett était désormais immunisée contre ses brimades et ses caprices furieux, et elle garda un visage rétrogradé dans la classe ordinaire à cause de ses mauvais arts, et qu'il voulait évacuer sa frustration en s'en prenant à elle.
et se mit à l'insulter tout en lui ordonnant d'aller lui acheter dans sa classe comme un trophée. Scarlett s'excusa même pour Scarlett, et lui dit qu'elle s'en chargerait avait développé une patience d'acier, mais ce sale type n'était pas satisfait. Elle lui ordonna d'arrêter dehors pour la punir. Sinon, elle irait se plaindre à sa famille, surveiller les filles. Mais Kyle insulta son père, le traitant de simple chien de compagnie de la royauté. Scarlett apprit bientôt que Kyle était sur le point d'envoyer ce misérable rétrogradé dans la classe ordinaire à cause de ses mauvaises notes. Le premier prince, et qu'il voulait évacuer sa frustration en s'en prenant à elle, et intervint aussitôt pour arrêter la bagarre. Couper les cheveux, Kyle et de les montrer rien faire face à son frère, et parti après s'être fait sermonner par lui, qui avait développé une patience d'acier. Scarlett savait qu'il reviendrait tôt ou tard pour la harceler de nouveau. Mais elle remercia Julie, sinon elle irait se plaindre à sa famille. Mais Kyle insulta son père, le traitant de simple chien de compagnie de la royauté. Scarlett était sur le point d'envoyer ce misérable idiot dans un autre monde. Mais, heureusement, le premier prince, Julius, se trouvait à proximité et intervint aussitôt pour arrêter la bagarre. Kyle ne put rien faire face à son frère et partit après s'être fait sermonner par lui. Scarlett savait qu'il reviendrait tôt ou tard pour la harceler de nouveau, mais elle remercia Julius. Il répondit qu'il venait simplement protéger son jeune frère, puis engagea la conversation avec Scarlett, qui commença à le respecter pour sa bonne conduite. Elle savait que le prince Julius était le principal candidat au trône, mais les nobles corrompus le craignaient et soutenaient Kyle pour sauver leur peau. Cependant, le respect qu'elle éprouvait pour le premier prince se transforma bientôt en jalousie lorsqu'elle découvrit que Julius obtenait les notes parfaites dans toutes les matières. Mettre fin à sa série de premières de promotion la fit penser que Julius devait vraiment être exceptionnel. Mais lorsqu'il s'approcha d'elle et lui expliqua à quel point il était facile d'obtenir la note maximale, elle s'irrita. Elle le prit personnellement et travailla d'arrache-pied pour le dépasser la fois suivante. Des rumeurs circulèrent ensuite selon lesquelles Julius aurait volontairement perdu parce qu'il voulait la rendre heureuse. Scarlett fut encore plus frustrée et décida de l'ignorer complètement. Pourtant, Julius continua de la harceler. Il la suivait même après les cours, demandant comment se passaient les choses entre elle et Kyle. Scarlett réalisa soudain que Kyle n'avait pas tenté de la harceler récemment, malgré l'humiliation subie quelques jours plus tôt. Elle comprit que Julius la suivait pour que Kyle reste loin d'elle, et elle en vint presque à le voir d'un bon œil. Julius se mit alors à la draguer, et Scarlett aurait pu succomber si, au lieu de cela, il ne l'avait pas traitée de « créature intéressante ». Elle fut choquée par cette remarque, mais il s'avéra que Julius ne mentait pas. Il trouvait réellement Scarlett digne d'études et prenait même des notes sur elle. C'est à ce moment qu'elle commença à détester Julius et à souhaiter un jour pouvoir lui coller une droite, à lui aussi, en plus de Kyle. De retour au présent, toute sa rage trouve enfin une sortie, le visage de Taranéza. D'un seul coup, Scarlett l'envoie valser et renverse 2 autres types avec elle. Kyle panique et lui demande ce qu'elle est en train de faire. Scarlett répond froidement qu'elle a été blessée par ses remarques cruelles et que Taranéza devait en subir les conséquences. Elle se dirige alors vers la foule de nobles médusés, pleinement consciente que chacun d'eux est un salaud corrompu. Furieuse qu'ils aient applaudi l'annulation des fiançailles, elle enfile ses gants de boxe qu'elle garde toujours sur elle pour les cas d'urgence. Les nobles paniquent et appellent les gardes, mais Scarlett les endort immédiatement grâce à la magie, avant de passer à tabac les nobles, un par un. Les nobles se mettent à supplier qu'on les protège, offrant leurs esclaves en échange, bien que le commerce d'esclaves soit interdit dans le pays. Scarlett réalise que ces hommes sont des déchets irrécupérables et qu'il n'y aurait aucun poids sur sa conscience si elle les mettait tous hors d'état de nuire. Elle active alors sa magie temporelle spéciale pour augmenter sa vitesse et commence sa furie avec ses poings, notés E pour tous. Bientôt, tous les nobles gisent au sol. Kyle est le dernier à rester debout, et il a déjà fait dans son pantalon après avoir vu la véritable forme de Scarlett. Elle lui dit que c'est son tour maintenant, et alors qu'elle s'apprête à le frapper, son frère Leonardo accourt pour l'arrêter. Cependant, il est trop tard. Scarlett envoie Kyle s'écraser contre un mur et se sent immédiatement revigoré. Pendant que Leonardo est horrifié de voir les nobles éparpillés au sol, Julius semble plutôt amusé. Scarlett est presque tentée de lui en coller une aussi, mais décide de ne pas en faire autant pour l'instant. Elle s'approche de Julius et de Leonardo pour les saluer, et il lui demande quelle était la raison de son accès de violence. Au début, Scarlett répond comme un chatbot, disant qu'ils avaient commis des crimes innommables puis cherché à se justifier, donc elle les avait punis sur le champ. Mais quand Julius lui demande des détails précis,
Elle réplique simplement qu'il l'avait mise en colère. Alors, elle les a assommés. Leonardo fait alors une mini-crise cardiaque en entendant cela, mais Julius se met à rire, souhaitant que quelqu'un ait inventé des caméras, car il aurait vraiment voulu voir comment Scarlett avait terrassé tous ses nobles. Il dit qu'elle aurait dû l'attendre pour commencer sa pluie de coups, mais Scarlett trouve que c'est une exigence déraisonnable. Pendant ce temps, son frère commence à paniquer en imaginant les conséquences, mais Julius l'assure qu'il s'occupera de tout ici. Soudain, Scarlett se sent étourdie et tombe au sol. Julius attrape sa tête juste avant qu'elle ne heurte le sol. Scarlett se réveille 3 jours plus tard, entendant le son des cloches dans sa tête. Alors qu'elle revient lentement à elle, elle se rend compte qu'elle a utilisé trop du pouvoir que Chronoa, le dieu du temps, lui a accordé. Mais au moment où elle ouvre les yeux, elle trouve une domestique penchée sur elle. La domestique, pointant un couteau vers elle, lui crie de mourir et tente de la poignarder. Scarlett demande calmement à la servante qui elle est, mais celle-ci hurle et essaie de la frapper. Cependant, elle n'est pas plus rapide que les réflexes de Scarlett et se prend un coup qui l'envoie contre un mur instantanément. Leonardo arrive en courant en entendant un fort bruit provenant de la chambre de sa sœur, et il est consterné de voir que la première chose qu'elle a faite en reprenant connaissance, quoi qu'il en soit, Leonardo lui dit à quel point il s'est inquiété pour elle. Lorsque Julius entre dans la chambre, après que Scarlett se soit rafraîchie, il l'informe que ses fiançailles avec Kyle ont été officiellement annulées avec l'accord de leur famille. Kyle a été exclu de l'héritage royal pour avoir protégé des nobles impliqués dans le trafic d'esclaves, et tous les nobles présents à la fête ont également été arrêtés. Scarlett est ravie d'apprendre cela et demande à Julius si elle sera, elle aussi, punie. Il lui répond qu'elle est trop importante pour la famille royale pour qu'on la sanctionne, mais que, jusqu'à ce que l'affaire se tasse, elle aura bien du mal à trouver un homme prêt à l'épouser. Cependant, il a également une bonne nouvelle à lui annoncer. Julius dit à Scarlett que son récent exploit est devenu une histoire célèbre dans tout le royaume et que les gens parlent d'elle comme si elle était Batman. Il l'appelle la Dame Sanglante, celle qui a envoyé des hordes de nobles corrompus en prison uniquement à coups de poing, et elle est devenue une héroïne aux yeux de tous. Léo est anéanti en entendant un nouveau surnom aussi menaçant pour sa sœur, mais Julius lui dit qu'ils ont des choses bien plus importantes à régler d'abord. Parmi les nobles arrêtés, plusieurs occupent des postes importants au sein du gouvernement, mais leur plus grand défi reste le Premier ministre, principal soutien de la faction de Kyle. Julius explique que le roi soupçonnait déjà la corruption dans la faction de Kyle, et c'est pourquoi il a fondé une organisation appelée CIO2. Afin d'enquêter sur l'affaire, Léo en est actuellement le chef. Il fait ensuite venir l'un de leurs agents, le premier à avoir infiltré la faction de Kyle et rapporté des informations précieuses. L'agent se révèle être Sigurd, un ancien sbire de Kyle, qui s'excuse aussitôt auprès de Scarlett pour son comportement grossier à son égard. Scarlett répond qu'il mériterait un Oscar pour la crédibilité de sa performance, ce qui met Sigurd de plus en plus mal à l'aise à mesure qu'elle en parle. Julius lui donne alors la permission de le frapper si cela peut lui permettre de tourner la page, et Scarlett accepte l'offre. Cependant, elle se contente de lui donner une petite tape sur la joue, car il l'avait aussi sauvée à plusieurs reprises lorsqu'il travaillait pour Kyle. Après cela, elle prend congé, réalisant qu'elle est enfin libre de faire tout ce qu'elle veut, maintenant qu'elle n'est plus liée à Kyle. La première chose sur sa liste est d'interroger la domestique qui avait tenté de l'assassiner dans la matinée. Scarlett se rend donc à l'entrepôt où la servante, Nanaka, est enfermée, mais elle découvre que la jeune femme s'est débarrassée de ses vêtements. Soudain, un chat sauvage bondit sur elle, mais Scarlett le repousse d'un coup sec et réalise que la domestique était en réalité une femme bête métamorphe. Elle ordonne à Nanaka de reprendre forme humaine pour qu'il puisse parler, et à sa grande surprise, la servante se révèle être en réalité un garçon depuis le début. Déterminé à tuer Scarlett coûte que coûte, il ne peut résister à l'ordre gravé dans sa chair, une marque d'esclave sur sa poitrine qui le force à obéir à son maître. Scarlett comprend immédiatement la raison de son acharnement et lui demande s'il accepterait de tout lui révéler sur son maître si elle parvient à le libérer. Nanaka la défie alors de tenter l'expérience. Prenant cela pour un « oui », Scarlett le plaque au sol et invoque le pouvoir du dieu Chronoa, dieu du temps, dont elle est la protégée. Dans ce monde, chaque être humain naît sous la bénédiction d'un dieu, mais rares sont ceux qui découvrent lequel.
Ceux qui y parviennent peuvent user des dons qui leur sont accordés, et la famille royale chérit Scarlett précisément pour cette faveur divine. En utilisant son pouvoir, elle remonte le temps du corps de Nanaka, le restaurant à son état d'avant l'esclavage. L'effort la vide presque de son énergie, mais le jeune homme, fidèle à sa promesse, lui dévoile enfin la vérité. Celui qui l'a envoyé n'est autre que le premier ministre Godwyn. Le fils de ce dernier faisait partie des victimes de Scarlett lors du fameux bal, et, fou de rage, Godwyn a ordonné à Nanaka de l'éliminer. Mais en réalité, il l'avait déjà infiltré bien avant cette soirée pour espionner sa famille. Nanaka explique que Godwyn est un homme rusé. Il envoie des espions dans chaque maison noble afin d'en découvrir les secrets, puis les contraint par le chantage à rejoindre le trafic d'esclaves, les enfonçant toujours plus profondément dans sa toile. Cette révélation suffit à Scarlett. Prête à passer à l'action, elle s'apprête à se rendre directement chez Godwyn pour lui faire payer ses crimes. Nanaka la retient de justesse. Le ministre est constamment entouré de gardes. Mais cela ne suffit pas à décourager Scarlett. Alors, le jeune serviteur croisé lui conseille d'attendre une meilleure occasion. Godwyn assistera à une vente aux esclaves dans une semaine. Il ignore encore l'endroit exact, mais il promet à Scarlett de la mettre en contact avec le marchand d'esclaves, jurant de l'aider à se venger de l'homme qui l'a asservi, lui et tant d'autres de son espèce. Scarlett accepte son aide sans hésiter et l'emmène avec elle, sans se douter que Julius, caché non loin, a entendu chacun de leurs mots. Quelques jours plus tard, Scarlett et Nanaka se rendent dans les bas-fonds pour retrouver le marchand d'esclaves. Elle parle alors d'un morceau de mithril qu'elle a acheté à un gamin pour une pièce d'or. Nanaka lui dit qu'elle s'est fait arnaquer, mais Scarlett ne le croit pas. Elle se tourne ensuite vers Julius, qui les avait suivis sans y être invité. Au début, il dit qu'il veut en apprendre davantage sur son peuple, car cela l'aidera à devenir un meilleur roi. Mais lorsque Scarlett le presse, il avoue qu'il a surpris leur conversation et qu'il ne pouvait pas manquer cette occasion amusante de voir quelques types se faire assommer sans ménagement. À ce moment-là, une bande de voyous arrive et Scarlett s'enthousiasme d'avoir quelqu'un à battre. Cependant, Nanaka lui dit de garder ses tendances au combat en laisse, car il peut résoudre la situation par la parole. Il s'approche des voyous et leur propose de les payer s'ils les conduisent chez le marchand nommé Junk. Mais ils refusent de traiter avec des gens qui ont l'air faibles comme eux. Ils racontent qu'un gamin leur a dit qu'une stupide femme riche avait acheté une pierre pour une pièce d'or, et ils ont décidé de profiter de la situation. Ils ont également battu le garçon et pris sa pièce d'or en chemin pour montrer que les forts exploitent les faibles, et en entendant cela, Scarlett se met en colère. Elle décide que ces types méritent une raclée et augmente sa force, avant d'utiliser son pouvoir pour accroître sa vitesse. Elle met rapidement hors de combat 3 des voyous, puis exploite son aura sur les 2 restants, qui réalisent qu'ils ont affaire à l'infâme noble violente. Quoi qu'il en soit, Scarlett renverse le type à l'œil de Patch, puis se tourne vers le dernier bandit, celui qui disait que les forts exploitent les faibles. Elle lui dit que selon sa logique, elle est libre de lui faire ce qu'elle veut, et il implore sa clémence, promettant de rendre l'argent au gamin. Scarlett lui dit qu'il pourra le faire après avoir reçu sa correction, mais le voyou utilise immédiatement l'emplacement du marchand d'esclaves comme monnaie d'échange. Cependant, il révèle son emplacement sans réfléchir, et Scarlett le remercie avant de l'assommer. Elle se tourne alors vers Julius, qui applaudit et lui demande ce qu'il faisait pendant qu'elle se battait. Il lui demande s'il aurait dû intervenir, et Scarlett refuse immédiatement. Après cela, Julius décide de parler au marchand d'esclaves Junk tout seul, craignant qu'il n'identifie Nanaka ou que Scarlett ne le mette hors de combat avant d'obtenir des informations. Il réussit en quelques minutes seulement, en bluffant et en le menaçant, et découvre l'emplacement de la prochaine vente d'esclaves. Sur le chemin du retour, Scarlett traite Julius de potentiel arnaqueur, et il répond que c'est toujours mieux que d'être un maniaque violent. Nanaka se demande si c'est le genre « ennemis qui deviennent amants » dont il a tant entendu parler. Mais soudain, Scarlett et Julius se retrouvent sur la même longueur d'onde lorsqu'il lui demande des idées pour infiltrer la vente aux enchères. Peu après, Scarlett va rendre visite à un noble nommé Zataran, qui est en réalité le marchand d'esclaves dont Junk leur avait donné le contact. Zatarin est très heureux de voir un nouveau client devant lui, mais il dit quand même à Scarlett qu'il n'est pas très convenable pour une dame d'aller parler à un bas-fond comme Junk simplement pour le joindre, alors qu'elle aurait pu demander l'adresse à n'importe quel noble qu'elle connaissait.
Scarlett répond que peu importe maintenant, puis demande à Zataran quel est son lien avec Junk. Zatarin explique qu'il n'avait aucune relation commerciale directe et qu'il avait juste engagé Junk pour lui amener d'éventuels esclaves précieux qui se retrouvent dans les bas-fonds. Scarlett lui demande ce qu'il entend par là, et il répond que les nains, elfes, hommes-bêtes et autres espèces entrent dans la catégorie des plus précieux. Puis il désigne Nanaka, disant que l'homme-bête est également un spécimen très recherché. Alors que Nanaka devient anxieux en entendant cela, Scarlett demande à Zatarin comment il a deviné que son serviteur était un homme-bête, et il répond qu'il a suffisamment d'expérience dans ce métier. Il éclate de rire à cette idée, et Scarlett est presque tentée de le mettre KO sur le champ, mais Nanaka l'arrête, disant qu'ils doivent rester fidèles au plan. Quoi qu'il en soit, une fois que le malade arrête de rire, il demande à Scarlett quel genre d'esclave elle désire. Elle lui dit qu'elle a entendu parler d'une vente d'esclaves qui aura lieu bientôt dans la capitale et qu'elle souhaite y assister. Zatarin devient sérieux en entendant cela et explique que pour participer à la vente, elle doit être vérifiée. Pour cela, elle doit révéler son statut aux autres participants de la vente et acheter ou vendre au moins 6 esclaves. Scarlett lui propose n'importe quelle somme d'argent qu'il voudrait, mais Zatarin répond que ce n'est pas une question d'argent. Au contraire, il dit que si elle peut lui donner l'esclave homme-bête qu'elle possède, il l'emmènera à la vente en tant que fille d'un parent éloigné. Scarlett est vraiment furieuse en entendant cela, mais elle parvient d'une manière ou d'une autre à contrôler sa colère et sourit poliment, disant que si c'est tout ce qu'il faut pour entrer à la vente, elle est prête à lui donner l'esclave. Peu après, Scarlett et Nanaka quittent le manoir, et elle n'arrive toujours pas à croire que le commerce d'esclaves se déroule aussi ouvertement dans le royaume. Elle est également heureuse que tout se soit déroulé selon le plan et que Zatarin se soit comporté exactement comme Nanaka l'avait prédit. Nanaka est aussi surpris de constater que Scarlett n'utilise pas ses poings pour résoudre tous ses problèmes, et il commence à la taquiner pour plaisanter. Alors qu'ils rentrent chez eux après cela, Scarlett demande à Nanaka s'il est sûr de vouloir faire cela, car même si elle peut effacer son sceau d'esclave par la suite, elle ne pourra pas le protéger lorsqu'il sera un esclave. Nanaka répond que cela sonnait comme s'il allait le mettre aux enchères, et qu'il ne laissera personne blesser sa marchandise avant la vente. Il ajoute qu'il fait cela pour expier le crime d'avoir essayé de la tuer, puis il bâille soudainement. Scarlett comprend que les hommes bêtes sont principalement actifs la nuit et dorment le jour, et à l'instant suivant, Nanaka se transforme en sa forme animale, s'endormant dans les bras de Scarlett. Elle le ramène à l'auberge où le prince Julius les attend. Scarlett lui annonce que les négociations ont été un succès, et il est stupéfait d'apprendre qu'elle a réussi à gérer la situation sans frapper qui que ce soit. Scarlett est déjà agacée par ce commentaire, et Julius ajoute qu'il aurait aimé être avec elle pour voir cette occasion rare où elle a résolu un problème sans recourir à la violence, mais qu'un prince du royaume ne peut pas sortir pour acheter des esclaves. Scarlett n'a pas envie de discuter avec lui, alors dès qu'elle met Nanaka au lit, elle décide de sortir prendre un peu l'air. Julius dit qu'il pensait faire la même chose et l'accompagne, restant près d'elle tout le temps. Scarlett est irritée par son comportement, mais Julius continue de la suivre, prétextant qu'il a des affaires à régler. À ce moment-là, un marchand de tartes aux pommes interpelle Scarlett, disant qu'il a une offre spéciale pour les jolies filles. Il explique que si elle achète une tarte aux pommes, il lui offrira une pomme gratuite, et Julius décide de profiter de l'offre en achetant 2. Ensuite, un bijoutier essaie de lui vendre des bijoux bon marché, et Julius les achète aussi, non sans marchander. Il fait même un achat chez une voyante louche, et Scarlett lui demande quelles affaires il a réellement dans cette rue. Julius répond qu'il vient d'inventer cela et traite Scarlett de mignonne pour avoir cru à un mensonge aussi évident. Elle est vraiment furieuse contre lui et frappe un mur à proximité, car elle ne peut pas frapper le prince au visage. Julius se contente de rire et lui tend ensuite une tarte aux pommes, ce qui donne à Scarlett l'impression de s'envoler au paradis. Julius s'excuse alors de l'avoir taquinée, mais elle rétorque qu'il ne peut pas obtenir son pardon avec une simple tarte aux pommes. Cependant, lorsqu'il ajoute une autre tarte à l'offre, cela suffit à la faire céder, et Scarlett lui pardonne aussitôt. Après cela, Scarlett remarque que Julius connaît très bien la disposition de la ville, et il répond qu'il avait l'habitude de sécher les cours pour l'explorer. Il lui demande ce qu'elle ressent en voyant le marché, et Scarlett dit que lorsque Kyle l'envoyait acheter du pain pour lui, elle n'avait pas vraiment le temps de regarder autour d'elle. Mais maintenant qu'elle le voit, le marché lui paraît être un endroit joyeux. Julius est heureux qu'elle l'apprécie
et dit que chaque fois qu'il venait ici, il voulait qu'elle voie cet endroit. Scarlett se demande s'il est venu avec elle simplement parce qu'il voulait lui faire visiter les lieux et elle pense que s'il lui avait juste dit cela dès le départ, elle aurait été beaucoup moins irritée. Nanaka répond que cela sonnait comme s'il allait le mettre aux enchères et qu'il ne laissera personne blesser sa marchandise avant la vente. Il ajoute qu'il fait cela pour expier le crime d'avoir essayé de la tuer, puis il bâille soudainement. Scarlett comprend que les hommes bêtes sont principalement actifs la nuit et dorment le jour, et à l'instant suivant, Nanaka se transforme en sa forme animale, s'endormant dans les bras de Scarlett. Elle le ramène à l'auberge où le prince Julius les attend. Scarlett lui annonce que les négociations ont été un succès, et il est stupéfait d'apprendre qu'elle a réussi à gérer la situation sans frapper qui que ce soit. Scarlett est déjà agacée par ce commentaire, et Julius ajoute qu'il aurait aimé être avec elle pour voir cette occasion rare où elle a résolu un problème sans recourir à la violence, mais qu'un prince du royaume ne peut pas sortir pour acheter des esclaves. Scarlett n'a pas envie de discuter avec lui, alors dès qu'elle met Nanaka au lit, elle décide de sortir prendre un peu l'air. Julius dit qu'il pensait faire la même chose et l'accompagne, restant près d'elle tout le temps. Scarlett est irritée par son comportement, mais Julius continue de la suivre, prétextant qu'il a des affaires à régler. À ce moment-là, un marchand de tartes aux pommes interpelle Scarlett, disant qu'il a une offre spéciale pour les jolies filles. Il explique que si elle achète une tarte aux pommes, il lui offrira une pomme gratuite et Julius décide de profiter de l'offre en achetant 2. Ensuite, un bijoutier essaie de lui vendre des bijoux bon marché. Et Julius les achète aussi, non sans marchander. Il fait même un achat chez une voyante louche et Scarlett lui demande quelles affaires il a réellement dans cette rue. Julius répond qu'il vient d'inventer cela et traite Scarlett de mignonne pour avoir cru à un mensonge aussi évident. Elle est vraiment furieuse contre lui et frappe un mur à proximité, car elle ne peut pas frapper le prince au visage. Julius se contente de rire et lui tend ensuite une tarte aux pommes, ce qui donne à Scarlett l'impression de s'envoler au paradis. Julius s'excuse alors de l'avoir taquinée, mais elle rétorque qu'il ne peut pas obtenir son pardon avec une simple tarte aux pommes. Cependant, lorsqu'il ajoute une autre tarte à l'offre, cela suffit à la faire céder, et Scarlett lui pardonne aussitôt. Après cela, Scarlett remarque que Julius connaît très bien la disposition de la ville, et il répond qu'il avait l'habitude de sécher les cours pour l'explorer. Il lui demande ce qu'elle ressent en voyant le marché, et Scarlett dit que lorsque Kyle l'envoyait acheter du pain pour lui, elle n'avait pas vraiment le temps de regarder autour d'elle. Mais maintenant qu'elle le voit, le marché lui paraît être un endroit joyeux. Julius est heureux qu'elle l'apprécie et dit que chaque fois qu'il venait ici, il voulait qu'elle voie cet endroit. Scarlett se demande s'il est venu avec elle simplement parce qu'il voulait lui faire visiter les lieux et elle pense que s'il lui avait juste dit cela dès le départ, elle aurait été beaucoup moins irritée. Donovan se contente de le mépriser, et même Zach regarde Scarlett de haut, lui disant de ne pas provoquer son esclave, car il est un ancien aventurier de rang A. Il affirme qu'elle devrait être aussi forte qu'un capitaine de chevalier pour le vaincre, et Scarlett lui demande pourquoi cela aurait de l'importance, s'étonnant lorsqu'il lui répond qu'il s'inquiète simplement pour elle. Mais Donovan déclare alors qu'il est trop tard. Il ne laissera pas une femme piétiner son orgueil et décide de lui donner une leçon. Il commence à lui arracher le fouet des mains, mais il n'arrive même pas à le détacher de l'emprise ferme de Scarlett. Il insiste davantage, et Zach lui dit d'arrêter de plaisanter, affirmant qu'une fille ne peut en aucun cas vaincre un homme d'une catégorie de poids bien supérieure. Donovan réplique qu'il fait sérieusement de son mieux, et Scarlett demande alors à Zach si Donovan sera également mis aux enchères. Il répond qu'il gardera Donovan comme garde du corps personnel et formateur pour les autres esclaves. Une bonne nouvelle pour Scarlett, car elle n'a pas à craindre qu'il perde de sa valeur après avoir subi quelques dégâts. Puis, soudain, Scarlett lance Donovan en l'air avant de le frapper jusqu'à la stratosphère. Zatran reste bouche bée en voyant cela, mais Scarlett ne se soucie pas de lui. Elle se tourne vers Nanaka, retire son collier et constate qu'il saigne. Elle utilise sa magie de guérison pour soigner ses blessures et le serre dans ses bras, lui disant qu'elle reviendra bientôt pour lui et qu'en attendant, il doit supporter les difficultés qu'il rencontre ici. Scarlett se tourne ensuite vers le noble dont la fenêtre est brisée, et celui-ci lui dit qu'elle n'a pas besoin de payer les réparations. Il la remercie même d'avoir discipliné Donovan, car lui-même échoue toujours à le faire. Une fois de retour à son auberge, Scarlett découvre un carrosse familier stationné devant la porte. Son frère en sort, furieux contre elle.
Il lui dit qu'elle pourra lui raconter toute l'histoire une fois arrivée à la capitale, et en voyant Julius dans le carrosse, Scarlett le maudit pour être un prince inutile, incapable même d'empêcher son frère de découvrir leurs agissements. Une fois arrivé à la capitale, Léo commence à boire de l'alcool fort à la table du thé, demandant à Julius et Scarlett s'ils ont un minimum de bon sens. Il s'étonne de voir comment ils ont pu risquer leur vie si facilement, mais Julius répond qu'ils ont trouvé l'emplacement de la vente aux esclaves, donc tout va bien. Léo se calme avant d'ajouter qu'il a également mené des recherches et découvert que le Premier ministre Godwin organise lui-même la vente. Scarlett lui indique que l'enchère aura lieu dans 2 jours, et Léo panique en commençant à planifier la grande mission. En attendant, Scarlett fixe Julius du regard, qui sourit et lui demande si elle veut un peu de tarte aux pommes, comme l'autre jour. Elle se met en colère contre lui sans raison, mais Léo les interrompt alors, affirmant qu'il a trouvé un plan. D'abord, il veut que Scarlett rentre chez elle, mais elle refuse, expliquant que c'est justement la seule chose qu'elle ne peut pas faire. Léo pense que la seule motivation derrière son obstination est de frapper Godwin au visage, mais elle lui répond que c'est bien plus que cela. Elle explique que, depuis son enfance, elle a vu que les bonnes personnes souffrent tandis que les nobles corrompus prospèrent. Elle est convaincue que ces salauds cupides et malfaisants ne peuvent pas être punis par des moyens ordinaires et qu'elle doit agir à sa manière. Soudain, elle se lève, déclarant que les nobles égoïstes et avides sont les cibles les plus satisfaisantes à frapper. Léo et Julius réagissent comme d'habitude à ces tendances violentes, tandis que Scarlett affirme que les gens ordinaires ne peuvent même pas battre les nobles, mais que, étant la fille d'un duc de haut rang, elle n'a rien à craindre. Julius approuve son raisonnement, aux grandes dames de Léo, qui craint que le tempérament violent de Scarlett ne ternisse la réputation de leur famille. Cependant, le problème le plus sérieux est que des représentants de l'Empire Vankrich pourraient assister à la vente aux enchères. Scarlett et Julius deviennent tendus en entendant cela, car l'Empire Vankrich est en conflit avec leur royaume de Palestine depuis 300 ans. On les connaît pour leur brutalité et leur respect du pouvoir comme seule hiérarchie, et ils sont dirigés par de puissants cavaliers dragons. Même si des pourparlers de paix ont récemment commencé entre les 2 nations, Léo a confirmé que l'armée de l'ère Vankrich a été en contact avec Godwin dernièrement. Par coïncidence, au même moment, Godwin tient une réunion avec des officiers de l'armée aérienne Vankrich. Furieux contre Scarlett pour avoir perturbé la fête de Kyle et contrecarré leur plan, il ordonne aux soldats de se débarrasser d'elle. Le soldat aux cheveux rouges accepte la mission avec plaisir et s'envole sur son dragon. Mais Godwin n'apprécie pas son attitude arrogante. À ce moment-là, une jeune fille lui dit d'oublier les cavaliers dragons et de regarder ce qu'elle a apporté. Elle pointe une arme sur Godwin. Comme les armes à feu n'existent pas encore dans ce monde, il ignore ce que c'est. La fille explique qu'il s'agit d'un cadeau de la déesse Palmea, et Godwin sort son pendentif, disant qu'il possède déjà un présent de sa part. Il ne pense pas que ce drôle de cylindre puisse faire quoi que ce soit, mais lorsque la jeune fille tire avec son pistolet sur un vase de fleurs, il est complètement stupéfait. La fille se révèle être la maîtresse de Kyle, qui ordonne à Godwin d'utiliser cette arme capable de tuer même les ennemis les plus redoutables pour remporter ses prochaines batailles. Bientôt, le jour de la vente aux enchères arrive, et Zap accueille Scarlett au commissariat avec nervosité. Il lui tend un masque qui, de toute façon, ne servira probablement pas à grand-chose pour cacher son visage, et Scarlett le remercie en lui souhaitant bonne chance pour la vente d'aujourd'hui. Pourtant, elle sourit en coin. Elle sait que cette vente sera la dernière pour lui et pour tous ces nobles arrogants impliqués. Zap conduit alors Scarlett dans la salle, tandis qu'elle rumine sa stratégie. Dès qu'ils ont localisé l'endroit, Julius envoie immédiatement ses agents infiltrer la salle en se faisant passer pour des domestiques. Il sait toutefois qu'ils seront désarmés à l'intérieur et que, même en utilisant la magie, ils ne pourront pas arrêter Godwin sur place. C'est pourquoi il a désigné Scarlett comme leur unité de combat principale. Contrairement aux autres incapables, elle n'a besoin que de ses poings pour remettre tout le monde à sa place. Scarlett entre dans la salle des enchères avec cette idée en tête. À l'extérieur, Leonardo et d'autres chevaliers attendent, prêts à frapper au signal de Julius. Léo se montre confiant quant à leur plan, mais prie pour que Scarlett tienne sa promesse de ne pas user de violence inutilement. Son estomac se noue, car il sait qu'elle aura du mal à contenir ses poings, et il espère juste que la mission réussira.
De son côté, Scarlett écoute les nobles discuter du type d'esclave qu'ils veulent pour la vente. Chacun a ses goûts, mais ils s'accordent sur le clou de la soirée, des hommes-bêtes métamorphes capables de changer d'apparence. Soudain, les lumières s'éteignent et Scarlett heurte accidentellement un homme. Il s'excuse et s'éloigne, et elle a la sensation d'avoir déjà entendu cette voix quelque part. Elle n'a pas le temps d'y réfléchir davantage. Le commissaire-priseur monte sur scène et lance officiellement la vente. Le premier lot présenté est une femme oiseau à une seule aile, et les nobles commencent immédiatement à enchérir. Scarlett les observe depuis la galerie, maîtrisant à grand-peine sa colère, quand Julius arrive à ses côtés. Elle lui demande ce qu'il fait là alors qu'il est censé diriger l'opération, et il répond qu'il est venu vérifier qu'elle allait bien. Scarlett commence à s'éloigner, mais Julius la suit, la harcelant de questions. A-t-elle trouvé Godwin? Elle avoue ne pas l'avoir aperçu, mais pense savoir où il pourrait se trouver. Julius la presse d'agir vite. Les chevaliers royaux sont postés aux portes et pourraient enlever sa cible si elle traîne. Scarlett lui propose alors un marché, qu'il retarde l'appel des chevaliers royaux, et en échange, elle lui offrira le spectacle de sa vie en tabassant Godwin devant lui. Julius, séduit par la promesse, accepte immédiatement. C'est justement pour ce genre de moment qu'il avait rejoint les troupes secrètes. Mais assister simplement au spectacle d'un premier ministre se faisant corriger ne lui suffit pas. Il demande alors à Scarlett ce qu'elle compte lui offrir en échange du délai qu'il accorde avant de donner l'ordre aux chevaliers d'intervenir. Elle réfléchit un instant, puis promet de jurer fidélité à la couronne et au royaume pour le reste de sa vie. Julius rejette aussitôt cette proposition. Il lui dit calmement qu'il ne veut pas qu'elle fasse preuve de loyauté envers la couronne. Il pose doucement sa main sur son visage et lui demande de lui jurer fidélité à lui, personnellement. Scarlett répond que cela reviendra au même, puisqu'il sera le prochain empereur. Mais Julius réplique qu'il est trop impatient pour attendre ce jour-là. Elle hésite un moment, mais le prince la prévient clairement. Elle n'obtiendra pas ce qu'elle veut si elle ne lui prête pas serment maintenant. Scarlett finit par céder et jure sa loyauté à Julius, qui se montre visiblement ravi de l'entendre. Il revient ensuite à l'essentiel et lui demande où se cache Godwin. Elle lui répond qu'il doit sans doute tout superviser depuis le balcon le plus haut. Julius l'exhorte à s'y rendre sans perdre une seconde, et Scarlett lui répond qu'elle est encore plus impatiente que lui de frapper ce ministre corrompu. Pendant ce temps, dans la prison, les gardes emmènent une femme elfe, laissant sa fille derrière. La fillette tente de la suivre, mais Nanaka la retient en lui disant que cela ne servirait à rien. La petite éclate en sanglots, tandis que les autres esclaves prient les dieux et les saints pour qu'on les sauve. Nanaka, elle, leur promet que tout ira bien. De son côté, Scarlett endort les gardes avec un sort, ce qui pousse Julius à la féliciter pour sa maîtrise magique. Elle boude un peu, lui rappelant qu'il l'avait battue lors des examens pratiques de magie à l'académie. Julius, amusé, savoure secrètement sa jalousie. Un peu plus loin, ils croisent un groupe de brutes, et Scarlett comprend immédiatement qu'il s'agit de la garde personnelle de Godwin. Elle décide de les considérer comme un amuse-bouche avant le plat principal et retire ses gants pour enfiler ses poings américains sertis de diamants. Sans même utiliser la bénédiction de Kranoa pour augmenter sa vitesse, elle terrasse tous les hommes d'un seul élan. Puis, d'un coup, elle enfonce la porte de la salle où Godwin profite du spectacle en compagnie de ses plus proches alliés. Tandis que tout le monde reste figé, ne comprenant pas ce qu'il se passe, Scarlett s'avance avec assurance, retire son masque et déclare à Godwin que ses poings la démangeaient à l'idée de rencontrer enfin son visage. Godwin reste pétrifié de surprise, mais son fils, lui, explose de rage. Il a un vieux compte à régler avec Scarlett. Il lance un sort de foudre dans sa direction, mais Julius utilise aussitôt l'anneau royal pour annuler le sort. Godwin panique en apercevant l'anneau royal, celui qui peut annuler tout sort lancé par un habitant de l'Empire, car seul l'empereur et Julius en possèdent un. Aussitôt, Julius laisse échapper un sourire confiant, et les nobles corrompus comprennent qu'ils sont condamnés. Mais dans un dernier sursaut de déni, ils se persuadent que le blond devant eux est un imposteur. Godwin, lui, décide d'en finir rapidement avec Julius et Scarlett. Il ordonne qu'on amène un esclave spécial, et Scarlett reconnaît aussitôt la bête féroce, Donovan, transformé en mode bestial. Godwin lui commande de tuer Scarlett et Julius, mais avant qu'il ne puisse agir, Sigurd surgit et tranche la main de Godwin.
Scarlett comprend alors que l'homme dans lequel elle avait accidentellement heurté plus tôt n'était autre que Sigurd, toujours sous couverture en jouant le fidèle serviteur de Kyle pour infiltrer la vente aux enchères. Furieux, Godwyn hurle à tous d'attaquer les intrus. Sigurd prend les devants et ordonne à Scarlett et Julius de rester derrière lui. Mais Scarlett l'attrape par le col et le tire en arrière, lui disant que les nobles présents sont ses cibles et qu'il n'a pas le droit d'y toucher. L'expression de Sigurd change soudain, presque excité par la détermination de Scarlett. Et il accepte sans broncher de ne combattre que Donovan, laissant Scarlett s'occuper du reste des ordures. Alors, Scarlett se déchaîne. Elle projette les nobles dans tous les sens, créant une véritable tornade humaine. Personne n'ose l'approcher en voyant son sourire menaçant, et un à un, elle s'occupe de tous, allant même jusqu'à en jeter quelques-uns par-dessus le balcon dans sa frénésie. Peu après, Léo fait irruption dans la salle, inquiet de n'avoir reçu aucun signal du prince. Ce qu'il découvre le laisse sans voix. La pièce est couverte de sang, et Scarlett se dresse fièrement au milieu d'un tas de nobles vaincus. Il croit alors qu'elle est devenue une tueuse de masse. Scarlett le rassure en lui disant qu'elle s'est retenue, donc personne n'est mort. Mais aussitôt, il remarque Sigurd en difficulté face à Donovan. Pendant ce temps, les invités restants fuient dans la panique, et Léo craint que certains ne s'échappent. Julius partage son avis et ordonne de mobiliser les chevaliers. Scarlett proteste, rappelant qu'elle n'a pas encore pu écraser Godwyn. Malgré cela, Julius ordonne à Léo d'envoyer les troupes après le Premier ministre. Scarlett s'exclame que ce n'est pas ce qu'il lui avait promis, mais Julius lui assure qu'elle sera la seule à avoir le droit de rouer Godwyn de coups. Léo, surpris, se retourne et demande ce qui se passe exactement. Julius explique calmement qu'il a échangé des vœux avec Scarlett et qu'il doit donc tenir sa promesse. Léo reste bouche bée, croyant qu'ils ont échangé des vœux de mariage. Ému aux larmes, il pense que sa sœur a enfin trouvé l'homme avec qui elle veut passer sa vie. Scarlett, de son côté, ne comprend. Julius réalise que tous les deux manquent cruellement de sens de la situation, mais il choisit d'ignorer leurs bêtises et envoie un signal au chevalier posté à l'extérieur. Peu après, Léo se remet de son petit moment dramatique et active sa compétence spéciale, la clairvoyance, afin de balayer tout le manoir du regard. Il repère Godwyn et son fils se dirigeant vers le toit, et aussitôt après, il aperçoit un dragon planant juste au-dessus. Les trois foncent dans cette direction, et Julius confirme que sa théorie était juste. Godwyn collabore bien avec les Dragon Riders de l'Empire Vanquish. Il les presse de se dépêcher avant que le Premier ministre ne s'échappe, mais hélas, ils se trouvent encore au sous-sol, avec 5 étages à gravir. Scarlett, elle, a déjà trouvé une solution. Elle retire ses chaussures et ordonne à Léo de libérer Nanaka ainsi que tous les autres esclaves. Puis, elle active son pouvoir d'accélération, franchissant d'un seul bond tout un escalier. Elle s'élance contre les murs avant de briser une fenêtre et de sauter directement jusqu'au toit. Utiliser autant de puissance d'un coup pèse lourdement sur son corps, mais elle a désormais le dragon et Godwyn dans son champ de vision. Et il est hors de question de laisser ce vieux salaud s'échapper. Pendant ce temps, Godwyn et son fils rejoignent le Dragon Rider et commencent à l'insulter. Ils lui crient qu'un simple soldat comme lui devrait descendre de son dragon et leur parler d'égal à égal, mais le cavalier est outré. Il les traite d'êtres humains insignifiants et ordonne à sa monture de s'occuper d'eux. Le dragon balance sa lourde queue pour les écraser, mais à cet instant précis, Scarlett tombe du ciel, telle une météorite, et bloque le coup d'une seule main. Elle avertit le cavalier qu'elle ne le laissera pas abîmer ses sacs de frappe. Elle écrase déjà le fils de Godwyn sous son pied, et d'un ton moqueur, annonce au cavalier qu'il est le suivant. Soudain, le Dragon Rider saute à terre, stupéfait qu'elle ait pu stopper la queue de sa créature à main nue. Il tombe à genoux devant elle, ôte sa capuche et lui déclare qu'il est tombé amoureux. Devant la stupeur générale, il la demande aussitôt en mariage. Scarlett refuse sèchement et l'envoie valser d'un coup de poing. Le dragon, furieux, tente de venger son maître, mais elle saisit sa gueule et le plaque au sol sans effort. Le cavalier se relève péniblement, encore plus fasciné par cette femme capable de vaincre à la fois lui et son dragon. Il réitère sa demande, suppliant qu'elle accepte son amour. Scarlett lui enfonce alors le poing dans l'estomac pour lui couper le souffle. Le type roux, encore hébété, continue de marmonner à quel point elle est belle, forte
et gracieuse, si bien que Scarlett finit par lui asséner un coup de pied magistral, espérant en finir pour de bon. Mais, contre toute attente, il se relève encore, vacillant. Il veut toujours que Scarlett l'épouse, car il n'a jamais rencontré de femme aussi forte qu'elle. Scarlett lui ordonne d'arrêter de faire l'idiot, révélant qu'elle sait qu'il s'agit d'Al-Flame, le premier prince de l'Empire Vanquish, venu ici pour tuer l'incompétent Godwyn. Godwyn panique en entendant cela, et Al-Flame confirme immédiatement les propos de Scarlett. Il déclare qu'il est venu pour tuer Godwyn et ses partisans, car des traîtres comme eux représentent la plus grande menace à la paix des deux pays. Al lance sa lance sur Godwyn pour le finir rapidement. Mais Scarlett brise la lance d'un coup de pied, lui ordonnant de reculer. Le prince s'approche aussitôt et saisit sa jambe, et Scarlett remarque qu'il avait juste simulé la faiblesse auparavant, car son corps est toujours en pleine forme. Elle lui demande s'il est vraiment sûr de son endurance, et Al confirme, précisant qu'il bénéficie d'une bénédiction qui rend son corps aussi dur que de l'acier, le rendant invincible face aux attaques physiques. Il explique à Scarlett que ses coups ne fonctionneront pas, et qu'elle devrait le laisser finir Godwyn. Mais elle refuse, assurant qu'elle a sa propre méthode pour le vaincre. Soudain, elle saisit sa tête. Al baisse sa garde, pensant qu'elle cherche à l'embrasser. Mais Scarlett incline sa tête vers le bas et le frappe avec toute sa force. Malgré de nombreux coups de genoux au visage, Al agit comme si de rien n'était. Mais lorsqu'il se relève, il commence à ressentir des vertiges. Les coups de pied de Scarlett lui ont causé une commotion. Il perd l'équilibre, mais pas sa détermination, et demande à nouveau à Scarlett de le suivre, affirmant que ce royaume de faibles ne lui convient pas. Scarlett, elle, en a assez de ces jérémiades. Elle saisit son col et active son pouvoir pour le projeter de force dans son royaume. Une fois cela fait, Scarlett se tourne enfin vers Godwyn, déjà terrorisé. Il s'excuse d'avoir tenté de la tuer et d'avoir utilisé Terrain pour briser ses fiançailles avec Kyle. Cette dernière révélation intrigue Scarlett et elle demande au ministre s'il a réellement aidé Terran à se rapprocher de Kyle. Elle ajoute que si c'est lui qui l'a aidé à l'humilier devant tout le monde ce jour-là, il va le payer. Godwyn bafouille, expliquant qu'il n'a fait que suivre le plan de Terran. Scarlett devient curieuse et Godwyn voit une opportunité de s'échapper. Il promet des informations si elle le laisse partir et commence à lui révéler que Terran n'est pas une fille ordinaire. Elle a été invoquée depuis un autre monde par la déesse elle-même. Scarlett n'est pas sûre de la véracité de ses dires, mais ces nouvelles informations suffisent à la faire s'arrêter net pendant un instant. Malheureusement pour Godwyn, Scarlett pense que la peur l'a transformé en un vieillard sénile, débitant n'importe quoi pour se protéger. Elle refuse de croire que Taran soit une fille venue d'un autre monde, invoquée par la déesse, et décide de donner à Godwyn la punition qu'il mérite tant. Godwyn tente encore de négocier, lui promettant tout ce qu'elle désire. Scarlett réfléchit un instant, puis déclare qu'elle a besoin d'un sac de frappe humain, aux yeux fuyants, au nez pointu et aux vêtements bien rembourrés. Godwyn lui assure qu'elle peut l'avoir, avant de réaliser soudain qu'elle est en train de le décrire. Scarlett n'attendait que ça. Elle utilise alors le pouvoir de Chronoa, faisant en sorte que le temps autour d'elle s'écoule 100 fois plus lentement, tandis qu'elle seule peut bouger normalement. Elle frappe Godwyn au nom de toutes les personnes qu'il a exploitées et de celles qu'il a enlevées pour les vendre comme esclaves. Elle le frappe pour avoir détruit la vie de Nanaka et pour avoir tenté de la tuer. Et enfin, elle le frappe simplement parce qu'elle veut le réduire en bouillie. Lorsque Scarlett assène le dernier coup, sa magie temporelle se dissipe et Godwyn reçoit d'un seul coup les dégâts accumulés de tous les coups précédents. Elle s'incline poliment alors que Godwyn est projeté au loin, mais soudain, elle tombe à genoux, épuisée par l'usage excessif du pouvoir de Chronoa. Ses cheveux noircissent à partir des pointes et ses mains se mettent à saigner. Scarlett s'inquiète à l'idée que son frère soit déçu d'elle. Elle perd l'équilibre, mais Julius arrive juste à temps pour la rattraper. Il utilise son pouvoir pour la soigner, en remarquant qu'il aurait eu du mal à croire qu'un simple humain puisse se battre ici s'il ne la connaissait pas personnellement. Peu après, Léo et les autres arrivent à leur tour, demandant à Scarlett si elle va bien. Ils sont aussi curieux de savoir où est passé Godwyn,
et elle leur répond calmement qu'il vient tout juste de traverser le mur. Mais Scarlett avait sous-estimé le vieux Premier ministre. Il tient encore debout. Il saute du mur et sort le pistolet que Taran lui avait donné pour tirer sur Scarlett. Julius s'interpose aussitôt, arrêtant la balle avec son propre corps. Tous sont horrifiés en voyant cela, tandis que Godwin jubile, heureux d'avoir au moins éliminé une épine de son chemin. Scarlett, furieuse, se jette sur lui et le projette au sol d'un coup de poing. Godwin ricane et lui dit que ses coups ne lui feront rien, car il possède un cadeau de la déesse Palmea qui le protège de tout dommage. Mais l'imbécile commet l'erreur de le lui montrer. Scarlett le lui arrache aussitôt, avant de lui écraser le nez d'un coup brutal. Elle dit à Godwin qu'il ne peut pas être pardonné pour le péché d'avoir tué Julius, et qu'il devrait lui présenter ses excuses dans l'au-delà. Sur ces mots, elle frappe le vieil homme de toutes ses forces et l'envoie valser au loin. Scarlett déclare qu'elle a désormais vengé Julius et lui demande de veiller sur eux depuis le ciel. Mais soudain, Julius tousse et lui dit qu'il n'est pas encore mort. La magie de guérison de Léo lui a sauvé la vie. Il lui demande si elle est déçue qu'il soit encore en vie. Mais Scarlett sourit et répond qu'elle est heureuse de le voir sain et sauf. Peu après, tous les nobles sont arrêtés, et bien que Godwin ait reçu le coup de poing le plus puissant de Scarlett, il est toujours en vie. Pendant ce temps, Scarlett se repose dans sa calèche, satisfaite d'avoir enfin pu réduire sa cible en bouillie. Au même moment, dans l'Empire Van Krish, le prince Hal est coincé en haut d'un arbre lorsque son ami arrive pour le secourir. Ce dernier donne un coup de pied dans le tronc, faisant tomber Hal au sol avant de l'aider à marcher jusqu'à son dragon. Hal se plaint que tous les os de son corps doivent être brisés, mais son ami lui rétorque que sa blague n'est même pas drôle, puisqu'il possède le corps le plus résistant de toute la planète. Le prince aux cheveux rouges révèle qu'il a été catapulté ici depuis un autre pays et qu'il a probablement utilisé toute sa bénédiction pour survivre à un tel voyage. Ils atteignent enfin le dragon et s'envolent vers leur royaume. En chemin, le blond demande à Hal s'il a pu jouer avec le jouet qu'il voulait. Hal pense alors à Scarlett, admettant qu'il a pris bien plus de plaisir à jouer avec elle qu'il ne l'aurait imaginé, et qu'il souhaite la revoir bientôt, de retour au royaume. La nouvelle de Scarlett arrêtant la vente d'esclaves se répand comme une traînée de poudre, et tout le monde commence à la surnommer la sauveuse du royaume. La presse se rend à l'Académie royale pour interroger ses amis à propos de ses passe-temps et de ses animaux de compagnie. Tandis que les filles imaginent qu'elle possède peut-être un chat mignon et duveteux ou un chien élégant, elle découvre que son dernier animal de compagnie est en réalité le dragon Rex, laissé par le prince Hal. Alors que Scarlett entraîne le dragon, Nanaka l'observe de loin avec jalousie. C'est alors que son majordome arrive et lui annonce qu'il a livré à tous les marchands de la ville l'objet qu'elle a inventé. Il reste cependant incertain. Il n'est pas sûr que le produit se vende bien, car il est plutôt unique. Mais Scarlett est convaincue qu'au moins Jules en achètera beaucoup. Le majordome remarque ensuite que Nanaka semble jalouse de son nouvel animal de compagnie. Scarlett l'appelle alors en riant et lui dit de venir jouer avec elle aussi. Nanaka, ravie, se transforme en petit chiot et court vers elle, mais les servantes arrivent aussitôt pour l'emmener. Elles ont besoin de lui pour aider à préparer l'arrivée des invités qui viendront bientôt. Pendant ce temps, Tarin se rend à la prison, mais les gardes l'arrêtent. Elle utilise sa magie pour les manipuler mentalement, et ils la laissent passer. Tout en avançant dans les couloirs sombres, Tarin songe à son rêve, à voir la fin de conte de fées la plus adorable. Elle veut tomber amoureuse d'un prince et surmonter avec lui de nombreuses épreuves pour atteindre son happy ending. Tout ce qu'elle fait, c'est pour cette fin parfaite, même cette visite à Godwin. Ce dernier est heureux de la voir et la supplie de le libérer, promettant qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour servir la déesse Poma. Tarin le remercie pour avoir supprimé les autres religions du royaume et permis au pomianisme de devenir la foi dominante du pays. Godwin affirme qu'il peut faire encore davantage s'il est libéré, mais Tarin lui dit qu'elle a un cadeau pour lui de la part de la déesse Pomona. Elle utilise de nouveau son pouvoir pour le contrôler, puis laisse une bouteille de poison sur le sol. Godwin, complètement sous son emprise, la saisit et la boit sans hésiter. Tarin se détourne, le remerciant d'avoir joué son rôle dans son histoire, mais elle n'a plus besoin de lui désormais.
La nouvelle de la mort de Godwin parvient à Julius et aux autres, mais celui-ci a du mal à croire qu'un homme aussi tenace ait pu se suicider. Léo trouve la situation tout aussi suspecte, d'autant qu'ils n'ont trouvé aucune trace de Taryn, bien qu'elle soit l'une des principales complices selon les rapports de Scarlett. C'est alors que Nanaka arrive, apportant de vieux dossiers que Léo avait demandés. En les consultant, Julius s'arrête sur un nom, celui de Taryn, la fille capable de manipuler même le Premier ministre. Soudain, il tombe sur une note mentionnant la religion pomianisme, et Nanaka se retourne aussitôt en entendant cela. Julius explique qu'il existe plusieurs religions dans le royaume et que le pomianisme en est l'une des plus importantes. Léo ajoute que cette foi a gagné en popularité récemment, au point de devenir la religion officielle du royaume. Elle vénère Pomona, la déesse de la beauté et de l'amour, et son culte est dirigé par un marchand vaniteux, avide et cupide au possible. Nanaka comprenait parfaitement le lien avec Godwin, car c'était bien le genre d'homme à conclure des marchés avec chaque personne corrompue qu'il croisait. Cependant, Sigurd aborda un autre sujet, celui de la grande religion qui existait depuis la fondation même du royaume. Il s'agissait du dianisme, la foi vouée à Sainte Estiana, une jeune fille bénie du pouvoir de l'exorcisme. Léo expliqua que, même si ce culte n'était pas reconnu comme religion d'État, la plupart des habitants y croyaient profondément. Et si l'on demandait au peuple, la majorité affirmerait sans hésiter que le dianisme méritait ce titre officiel. Sigurd se souvint alors que le grand festival du pèlerinage officiel du dianisme approchait, et Julius, peu désireux de s'en occuper, confia la responsabilité à Léo. Puis, soudain, il changea de sujet et demanda des nouvelles de Scarlett. Léo répondit avec enthousiasme qu'elle allait très bien. La veille encore, elle était partie chasser de la nourriture pour son dragon. Julius éclata de rire, admiratif. « C'est vraiment une femme exceptionnelle et unique, » dit-il. Il songea à quel point il ne s'ennuierait jamais en sa compagnie, et se demanda même s'il ne devrait pas lui demander sa main. Léo, rayonnant, lui dit d'arrêter de plaisanter. Après tout, il avait déjà échangé des vœux avec elle. Nanaka et Sigurd restèrent stupéfaits en entendant cela. Léo expliqua alors que Julius et Scarlett s'étaient promis l'un à l'autre, mais que c'était encore un secret absolu. Il ne cessait de se vanter de la chance de sa sœur, tandis que Julius, amusé, espérait qu'il finirait un jour par comprendre la vérité de lui-même. Entre-temps, Julius décida d'aller rendre visite à sa bien-aimée. Quelques jours plus tard, Scarlett avait complètement apprivoisé le dragon et montait désormais sur son dos avec une aisance parfaite. Les garçons de l'académie vinrent lui rendre visite. À peine arrivés devant la grille de sa demeure, ils virent le dragon fondre sur eux depuis le ciel. Ne remarquant pas que Scarlett le chevauchait, ils ne laissèrent même pas le majordome leur expliquer que la bête n'était pas dangereuse. Ils attaquèrent aussitôt. Heureusement, Scarlett en sortit indemne malgré les coups portés. Plus tard, autour d'une tasse de thé, elle apprit que ses amis avaient simplement cru que le dragon était un ennemi. Ils s'en vantèrent même. Les soldats du royaume ennemi chevauchaient des dragons, et ils avaient voulu en abattre un dès qu'ils en avaient aperçu un. Scarlett, en vérité, fut secrètement heureuse de constater qu'ils n'avaient pas changé. Cela faisait si longtemps qu'elle ne les avait pas revus. Les filles, de leur côté, commencèrent à se chamailler pour savoir laquelle d'entre elles était devenue la chef du dortoir des filles durant l'absence de Scarlett. Enfin, elles lui dirent qu'elle devait vite se rétablir et revenir à l'académie. La cérémonie de remise des diplômes approchait, et elle refusait de partir sans elle. La jeune fille aux cheveux violets déclara qu'elle voulait obtenir son diplôme au plus vite et épouser un homme bien. Scarlett savait déjà qu'elle avait de nombreux prétendants, mais la jeune fille répondit qu'aucun d'entre eux n'était sérieux. Elle désirait un homme prêt à risquer sa vie pour elle. Scarlett, touchée par la sincérité de ses paroles, fut heureuse pour son amie, mais cela lui rappela aussitôt Julius, celui qui avait mis sa vie en danger pour la sauver. Elle ne savait toujours pas vraiment ce qu'elle ressentait à ce sujet. Ses amis lui demandèrent alors si elle, de son côté, avait des projets de mariage. Scarlett resta muette, incapable de formuler une réponse. Heureusement pour elle, Nanaka entra dans la chambre à cet instant. Elle lui dit qu'elle était occupée et qu'elle jouerait avec lui plus tard. Mais Nanaka expliqua qu'il n'était pas venu pour jouer. Il annonça qu'il était accompagné d'un invité, et cet invité n'était autre que le prince Julius lui-même. Les filles en restèrent bouche bée. Quand il les salua, elles se levèrent d'un bond pour lui rendre un salut empressé, presque nerveux. Julius demanda s'il les dérangeait.
Scarlett répondit avec un brin d'agacement qu'il interrompait simplement leur goûter. Mais ses amis, elles, semblaient ravis d'abandonner le thé pour la compagnie du prince. Il demanda alors s'il pouvait « emprunter » Scarlett un instant. Le ton qu'il employa ne plut guère à la jeune femme. Imperturbable, Julius s'approcha d'elle, prit sa main et lui murmura qu'il souhaitait lui parler en privé. Les filles, en voyant la scène, laissèrent échapper des soupirs rêveurs et encouragèrent Julius à l'emprunter aussi longtemps qu'il le désirait. Scarlett se sentit trahie, comme César lorsque Brutus le poignarda. Ainsi, Julius l'emmena dehors et, une fois seule, lui demanda si elle avait entendu la nouvelle. Godwin était mort pendant sa détention. Elle acquiesça. Julius poursuivit alors. Il avait enquêté sur Taryn, suivant les informations qu'elle lui avait transmises, mais Kyle n'en savait absolument rien. Sans piste, l'enquête avait été complètement suspendue. Scarlett comprit enfin pourquoi il voulait s'entretenir avec elle à l'écart. Impossible de parler de cela devant ses amis. Voyant son expression, Julius lui demanda si elle voulait discuter d'autre chose. Elle répondit que non, qu'elle n'avait rien à dire, puis lui demanda s'il avait autre chose à ajouter. Julius observa ses cheveux et nota qu'ils n'étaient pas encore redevenus comme avant. Elle confirma, expliquant qu'elle comptait se rendre bientôt à une source thermale pour se rétablir physiquement et mentalement. Julius hocha la tête, satisfait, et lui dit que c'était une excellente idée. Elle était une ressource précieuse pour le royaume et devait faire tout ce qui était nécessaire pour rester en parfaite condition. Il lui dit qu'il ne veut pas la perdre pour une broutille, et Scarlett lui répond qu'elle ressent la même chose pour lui. Julius est surpris par cette confession, et Scarlett le prévient de ne jamais faire quelque chose d'aussi téméraire que de se sacrifier pour elle. Elle ajoute qu'elle est heureuse que la famille royale accorde tant d'importance à sa bénédiction, mais que si quelque chose arrivait au futur roi à cause d'elle, elle ne se le pardonnerait jamais. Soudain, Julius l'interrompt en demandant s'il peut cueillir quelques roses ici. Elle lui donne la permission. Il commence à ramasser des fleurs en lui rappelant leur visite au marché, longtemps auparavant. Il explique que, jadis, ses parents s'étaient aussi déguisés en simples gens pour profiter du marché, ce qui surprend Scarlett, car ils ont l'air si sérieux. Julius raconte qu'ils paraissent stricts en public, mais qu'en privé, ils sont très romantiques. Son père, le roi, offrit des milliers de présents à sa mère pour gagner son cœur, mais elle finit par s'ennuyer. Pourtant, il lui fit un cadeau qui la bouleversa, et elle accepta de l'épouser. Ce présent était une couronne de roses faite de ses propres mains. Et désormais, Julius en crée une pour Scarlett. Il pose la couronne de roses sur sa tête en lui disant qu'il a besoin d'elle. Il confie que, grâce à elle, son monde est coloré et merveilleux. Sans elle, il serait gris et fade. Puis, il lui prend doucement le visage entre les mains et avoue qu'elle lui a volé le cœur. Le cœur de Scarlett rate un battement. Ses jambes fléchissent alors que Julius la protège de près et lui demande de rester à ses côtés pour toujours. Scarlett est prête à répondre oui, mais Julius l'appelle soudain son jouet le plus aimé, et son humeur se ternit. Elle lui demande s'il a vraiment mis de l'amour en confectionnant cette couronne de roses. Il affirme en souriant qu'il y a mis tout l'amour qu'il porte à son jouet le plus divertissant. Furieuse, Scarlett fulmine, tandis que Julius s'éloigne, indifférent. Il avoue ne pas s'être rendu compte qu'elle pouvait être aussi éprise de romance que n'importe quelle autre jeune fille de son âge. Il confesse presque l'avoir oubliée tant il l'a vue mettre les nobles à terre sans ménagement et qu'il n'aurait jamais cru qu'elle souhaiterait une déclaration romantique. Scarlett ne répond rien. À la place, elle enfile ses gants cloutés et demande à Julius s'il lui accorde la permission de le